Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les soft skills. On va commencer à l'heure puisque vous êtes déjà nombreux à être connectés et pour ne pas perdre de temps sur la durée de ce webinaire. Ce que je vous propose pour commencer, c'est déjà de prendre connaissance de quelques règles de fonctionnement. Si vous le voulez bien, comme ça permettra à tous de pouvoir bien participer à ce webinaire. Donc, tous les micros sont coupés, hein, donc vous n'aurez pas de manipulation par rapport à ce sujet. Si vous n'entendez pas très bien, vous pouvez cliquer sur une petite flèche orange là, qui est tout en haut, dans le cercle rouge là, qui est indiqué. Tout au long de ce webinaire, vous avez l'opportunité de poser des questions, voire même, on serait très heureux de sorte à ce que nous puissions passer de notre temps qui est donné, quelques questions en revue par rapport à celles que vous nous aurez adressées. On regarde des réactions, des interventions des participants. Je vous propose de faire, pour commencer, un petit tour de table des intervenants que je remercie grandement. Donc, effectivement, un webinaire sur les soft skills au service de la transformation. Qu'est-ce que sont les soft skills? Pourquoi on les plébiscite aujourd'hui? Pourquoi elles sont au cœur de nos préoccupations et qu'est-ce qui a pu amener à faire en sorte qu'aujourd'hui elles sont plus présentes dans nos organisations? Comment les identifier, les déployer, les mesurer au sein des organisations? Quelle place elles prennent aujourd'hui dans les plans de transformation? C'est autant de questions que nous allons chercher à adresser dans le temps qui nous est donné et d'autres que vous pourrez donc également poser aujourd'hui. On a, pour traiter l'ensemble de ces questions, un certain nombre d'intervenants qui vous sont présentés ici et en premier lieu Thierry Bouillon, que nous remercions vivement pour sa participation, qui est adjoint déjà RH et relations sociales de Pôle emploi et en charge plus spécifiquement du développement des talents et des compétences. Il nous apportera dans ce cadre-là le témoignage donc de Pôle emploi, des travaux et des réalisations qui ont été engagées autour du développement des soft skills. Dominique Duquesnoy, qui est DG de Performance, une filiale du groupe Juliette Esterwen, qui possède plus de 30 ans d'expérience dans l'évaluation des soft skills, qui est un leader en France des tests psychométriques. Et enfin, pour compléter nos intervenants aujourd'hui, Luc Tardieu de Owen, qui est en charge spécifiquement de la communauté de leadership et management, et qui pourra nous rendre compte de ses observations en regard des expériences et des accompagnements qu'il réalise auprès d'entreprises privées comme d'organisations publiques. Et j'aurai la chance, durant nos 3 quarts d'heure, d'assurer la modération, l'accompagnement de ces échanges. En fin de séance, Mélanie Poupon reprendra vos questions et donc ce sera 10 minutes, 15 minutes autour de vos points que vous aurez pu nous adresser au fil de l'eau. En introduction, quelques petits mots sur une présentation du groupe Juliette Esterwen, qui est une société de conseil française en transformation et innovation avec un modèle d'intervention qui mobilise différentes expertises pour accompagner les différents visages de la transformation autour de sujets de stratégie, d'organisation, d'engagement, de développement de compétences, de management, du digital, et en mobilisant à la fois des savoir-faire qui relèvent de dimension métier, business, et également de savoir-faire autour des aspects humains. Et le sujet que nous avons aujourd'hui à traiter aborde bien ces 2 éléments-là. Ce que je vous propose, c'est d'approfondir le sujet des soft skills avec un point d'entrée qui va nous être présenté par Dominique Duquesnoy, par Performance, des directeurs généraux de Performance, qui, comme je le disais en introduction, est un acteur reconnu dans l'évaluation des soft skills. Et peut-être avec un premier élément, Dominique, c'est de nous présenter finalement ce qu'on entend par soft skills, les savoir-faire, les compétences comportementales. Il y a plusieurs terminologies qui peuvent exister, mais vos recherches et vos travaux depuis de nombreuses années sont importants peut-être pour éclairer qu'est-ce que représente aujourd'hui ce domaine. Dominique.
Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la question se pose pourquoi les entreprises plébiscitent aujourd'hui, les organisations plébiscitent les soft skills. On va essayer de clarifier un petit peu cela, d'expliciter cela et puis de donner une définition des soft skills, ce qu'on entend, puisque les contours ne sont pas si évidents que cela à décrire. Alors peut-être démarrer par ce qu'est une compétence, puisque une entreprise lorsqu'elle recrute ou lorsqu'elle fait évoluer des collaborateurs en interne vers des fonctions nouvelles, c'est souvent pour augmenter ou maintenir ses capacités productives. Donc, petit schéma peut-être avec une frise chronologique de ce qui s'est peut-être passé dans le dernier siècle passé. On est passé certainement d'une période où on était sur peut-être une approche quantitative en fait des tâches et des activités que l'on sollicitait de la part des collaborateurs et des collaboratrices, où on cherchait à produire, on cherchait à être efficace et surtout sur ce registre de la quantité. Donc on était forcément, ou en tout cas de manière plus évidente, sur des notions de quantité et d'exécution en fait de réalisation des tâches. Il y a eu des phénomènes de crise à partir des années 70 qui ont un petit peu changé la donne, où on a cherché à contrôler, faire en sorte que les personnes, enfin les organisations optimisent finalement leurs ressources, l'allocation des ressources pour produire. Et puis, dans les dernières années, avec les successives et l'évolution sociétale, la mondialisation, la digitalisation qui s'accélère aujourd'hui et notamment avec la crise sanitaire, tout le monde a vécu cette période de travail à distance où on a été très, très heureux finalement d'avoir des outils qui nous permettent d'être en lien avec son entreprise, avec ses clients et surtout de réaliser ses tâches. Alors aujourd'hui, il y a un cycle en tout cas une accélération du cycle de renouvellement métier, des réglementations qui évoluent, des stratégies qui évoluent dans les entreprises, l'expérience client, les évolutions sociétales, qui font que nous sommes probablement aujourd'hui dans une ère nouvelle au travail, peut-être l'ère de la contribution. Alors l'ère de la contribution, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, on ne sait pas ce qu'on fera demain ou après-demain. Les contours de nos activités, de nos tâches sont de moins en moins prescrites et nous devrons certainement nous adapter de plus en plus à une évolution, cette mondialisation, à ces stratégies, ces éléments tactiques même, voire même des codes politiques nouveaux dans les entreprises. Donc, on est dans cette ère de la contribution qui nous emmène à de plus en plus dans un monde complexe. Je ne vais pas revenir sur cette notion de monde VUCA, mais qui nous emmène ou qui nous sollicite de plus en plus pour s'adapter, c'est-à-dire qui sollicite pour nous, et si on veut bien effectivement changer de slide, qui sollicite beaucoup de ressources adaptatives. Donc, comme je le disais au préalable, une compétence doit faire la différence dans un poste donné, dans un contexte donné. Donc, les compétences, les hard skills, celles qui faisaient la différence probablement dans le passé, avec des tâches et des activités qui étaient très claires, qui étaient très clairement précisées dans les fiches de poste ou dans les missions que l'on confiait aux collaborateurs et aux collaboratrices sont de moins en moins claires. Il faut de plus en plus s'adapter et de fait, il y a un plafond de verre aujourd'hui qui est le savoir évoluer. Le savoir évoluer, c'est probablement à travers des notions de savoir-être qu'on va y trouver. Et donc, cette notion de soft skill apparaît de plus en plus ou devient de plus en plus déterminante pour créer de la valeur dans l'entreprise et pour être performant. S'adapter à une stratégie, s'adapter à une nouvelle réglementation, s'adapter à un nouveau métier, s'adapter à des nouveaux codes politiques, s'adapter peut-être probablement aussi à des nouvelles tâches. Donc, il y a une forme de complexité parce qu'on ne maîtrise pas un certain nombre de choses. On évolue sans forcément tout contrôler. Et tout contrôler qui est sécurisant pour à la fois l'individu, mais aussi pour l'organisation. Planifier quelque chose pour les plus anciens, avant, on définissait une politique et on l'appliquait, on l'exécutait. Aujourd'hui, en permanence, en tout cas de manière continue, on est obligé de s'adapter. Alors, cela suppose probablement d'avoir une vision
clair de ces activités dans un environnement mouvant, de dépasser le cadre prescrit de ces activités et probablement aussi de dépasser l'approche transactionnelle de sa relation avec l'emploi. Alors, si on peut modifier, faire évoluer effectivement les slides, donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'une soft skill? Alors, c'est pas toujours simple. Donc, on interroge d'ailleurs la communauté scientifique. Ils ont bien du mal à la définir et on va oser une définition aujourd'hui pour essayer de cadrer un petit peu cette histoire et ce phénomène qui est fortement publicité par les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'une soft skill? Eh bien, c'est un ensemble finalement de savoir-être, hein, de compétences comportementales qui vont favoriser l'adaptation à son environnement, aux autres et à soi-même. Et quand je dis à soi-même, ça suppose probablement, encore une fois, d'avoir une vision très claire de soi, de ses atouts et de ses limites, afin de pouvoir se projeter de la manière la plus optimiste possible et de pouvoir en fait situer sa contribution. Donc, ce sont des compétences comportementales, donc ce sont des caractéristiques, en fait, des dispositions inter- et intrapersonnelles propres à chacun qui vont permettre de pouvoir notamment, par exemple, hein, si on prend le World Economic Forum, dans les compétences comportementales et les soft skills les plus plébiscités, comme la pensée critique, apprendre à apprendre, oui, renouveler son stock de connaissances et les mettre en œuvre en situation, résoudre des problèmes complexes, parce que nous sommes confrontés à des situations critiques, probablement, qui font que ça fait appel à une capacité à s'adapter à des tâches ou des activités ou des situations sur lesquelles notre expérience ou nos savoirs ont des limites. On parlera aussi d'intelligence émotionnelle, on parlera de la capacité à produire des idées nouvelles, de créativité, toutes ces compétences comportementales qui nous permettent finalement de nous adapter à un monde de plus en plus mouvant, de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Donc voilà, j'espère que de montrer la nécessité probablement de responsabiliser plus les personnes en local, peut-être des principes de subsidiarité, de développer l'autonomie des personnes en situation de travail. Voilà, Nicolas. Merci Dominique, ouais, merci pour cette introduction, effectivement, qui permet de bien comprendre le fait que les soft skills répondent à des enjeux de complexité, de changement fort et qu'ils permettent de savoir évoluer, savoir s'adapter à son environnement. Ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment ça peut s'appliquer dans ce cadre-là, hein, avec différentes situations. Et en particulier, on a la chance et le plaisir d'avoir Thierry Bouillon, qui est en charge du développement des talents et des compétences au sein de Pôle emploi. Alors, je ne vais pas présenter Pôle emploi, hein, 45 000 collaborateurs, plus de 900 agences avec cette mission de service public de l'emploi. Thierry, donc, dans le cadre de son plan stratégique, Pôle emploi s'est engagé dans une démarche performance par la confiance, hein, dans laquelle les compétences comportementales et savoir-être sont une composante essentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé justement à positionner ces savoir-être comme un levier structurant pour réaliser votre projet de transformation? Oui, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Dominique avec cette notion d'adaptation. S'adapter, c'est vraiment le défi de Pôle emploi aujourd'hui dans sa mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Les experts s'accordent à dire que 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc, quand on a une mission d'accompagner les demandeurs d'emploi vers les métiers, eh bien, le sujet est vraiment prégnant et on le voit bien, et Dominique l'a dit aussi, les choses ne se font plus sur les compétences de savoir-faire, mais bien sur les compétences de savoir-être et l'importance de la transférabilité de ces compétences dans les métiers. Et c'est complexe hein, parce que c'est sécurisant les compétences de savoir-faire, c'est sécurisant l'expérience dans un poste de travail quand on a tenu un poste pendant 5-10 ans.
que ce soit l'employeur ou le salarié, et ben, de se dire je vais pouvoir reproduire les mêmes choses dans le poste. En tout cas, ça rassure. Et ça, c'est vraiment notre défi, c'est de faire comprendre aussi bien aux employeurs qu'aux demandeurs d'emploi qu'il ben, va falloir s'appuyer sur des compétences et les transférer parce que leur métier d'aujourd'hui, ça ne sera pas forcément leur métier de demain. Et ça, c'est notre démarche compétences externes. Donc, on a mis en place une démarche compétences externes, c'est-à-dire cette capacité, et grâce au conseil en évolution professionnelle, vous savez que aujourd'hui, les agents de Pôle emploi, les conseillers de Pôle emploi font du conseil en évolution professionnelle. On n'est plus sur les temps ancestrales où on était sur de la mise en relation entre un employeur et un demandeur d'emploi par rapport à une offre d'emploi. Donc, les missions sont beaucoup plus complexes aujourd'hui, mais sans doute aussi beaucoup plus passionnantes. Cette idée de conseil en évolution professionnelle, eh bien, c'est la démarche compétences externes qu'on a lancée. Et quoi de mieux que de se l'appliquer à soi-même, et ça a été notre objet et l'objet de ma direction depuis maintenant 3 ans, et on y reviendra un petit peu après, eh bien, de lancer cette démarche compétences interne. Et c'est important, et je vais insister, et vous l'avez dit, Nicolas, adossé à un projet d'entreprise, un projet de transformation culturelle qu'on a appelé au départ Nouveau Paris de la confiance, qui est devenu par la suite Performance par la confiance, mais j'aurai l'occasion aussi d'y revenir un petit peu plus loin. Très bien. Luc, des observations que tu peux avoir dans le cadre de tes interventions, est-ce que tu vois le développement des soft skills comme une réponse avant tout à des questions d'adaptation, d'évolution à son environnement, avec la tendance qui est menée peut-être en plus avec le contexte que nous avons connu ces dernières années? Ce qui est sûr, Nicolas, et ça fait écho un petit peu à ce que disait Thierry, c'est que la vitesse de changement des organisations et la manière dont elles se structurent, c'est-à-dire avec plus de transversalité, de coopération, plus de jeux d'influence, et peut-être un tout petit peu moins d'ordre au sens hiérarchique du terme, dans quelque chose d'un peu statutaire, c'est quelque chose qui promeut l'idée que la coopération, la relation à l'autre prennent une place qui est beaucoup plus importante qu'avant à l'intérieur des organisations. Ça, c'est une certitude, c'est une demande qui est très forte et qui est une demande qui date depuis le milieu des années 90, plutôt sur des sujets de transversalité, de coopération, et depuis, en gros, le milieu des années 2000, pousse beaucoup plus vers un environnement assez large de gens dont on attend d'eux qu'ils se développent sur des compétences qui sont des compétences comportementales et plus seulement techniques. On voit que les soft skills, ça soutient notamment des nouvelles formes de relations au travail. Comment vous avez répondu à cette ambition chez Pôle emploi concrètement par rapport à la démarche que vous avez engagée et comme on l'évoquait dans le plan stratégique Performance par la confiance, qui était une des composantes essentielles? Oui, alors, oui, déjà dire que c'est englobé dans un projet très, très ambitieux et beaucoup plus large. Donc ça, c'est un premier sujet. D'abord, l'intégration dans notre projet stratégique. Alors, le projet stratégique, 3 années là, qui viennent de s'écouler, et notre démarche compétences internes, c'est un des axes du projet stratégique. D'ailleurs, je vais le lire. Réussir ensemble grâce à la mobilisation des talents et des compétences de chacun. Donc, vous voyez l'ambition qu'on a pu y mettre derrière en intégrant eh bien, cette démarche dans le projet stratégique de Pôle emploi. Ensuite, on a construit cette démarche autour de 3 dimensions et je vais les décliner. Un, c'est un référentiel de compétences, alors bâti autour de 4 catégories, mais une de ces catégories, ce sont les compétences soft skills, les compétences de savoir-être, et je vais y revenir un petit peu après. La deuxième chose, pouvoir se situer par rapport à ces compétences, et ce sont les autodiagnostics. J'en profite pour faire un clin d'œil à Dominique, parce que évidemment que Dominique et Performance ont joué un rôle majeur sur ces autodiagnostics des compétences, avec la mise en place pour Pôle emploi de ce qu'on a appelé des atouts agents, pour mesurer les compétences. Alors, pour voir comment on se situe si on est en confort ou en inconfort. Attention, on n'est pas sur l'évaluation de la compétence, on est sur comment je me situe et est-ce que je suis en confort ou en inconfort par rapport à cette compétence. Et ça, c'est très important de le dire comme ça.
sur donc, les compétences de savoir-être et j'y reviendrai un petit peu après sur les compétences managériales. Et puis, la troisième dimension, c'est l'accès à des parcours de formation ou de développement de compétences qui est plus large que la formation, personnalisés. Et ça, c'est important. Alors, on a mis en place le plan de formation ascendant à Pôle emploi. Et quand je parle de parcours de formation personnalisé, c'est accessible à partir même des résultats des autodiagnostics qui suggèrent des actions de développement de compétences. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut, dès qu'on a repéré une zone d'inconfort, activer immédiatement une action de développement de compétences. Donc ça, c'était le premier point, projet stratégique, une démarche compétences intégrée dans le projet stratégique. Après, il y a ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est la mise en cohérence avec le projet de transformation interne culturelle de Pôle emploi par performance par la confiance. C'est les nouveaux modes de fonctionnement plus collaboratifs, plus responsabilisants, c'est ce que Luc a expliqué tout à l'heure, et les compétences de savoir-être socle, puisqu'il concerne l'ensemble des 50 et quelques mille agents de Pôle emploi, reflètent l'ambition de cette transformation de Pôle emploi. Donc ça, c'est important. Après, un conseil, mais bon, c'est notre expérience, éclairée aussi par les experts, qui est très compliqué à mettre en place, c'est la limitation du nombre de compétences de savoir-être. On en a 7. Sachez que dans les premières réunions de travail, parce qu'on a utilisé un mode collaboratif, on ne peut pas prôner le mode collaboratif et ne pas se l'appliquer à soi-même quand on met en place le référentiel des compétences. On en avait environ 60 qui étaient remontés des compétences de savoir-être. Donc, il y a eu un gros travail de partage pour finalement aboutir à 7 compétences de savoir-être. Rapidement, je vous l'ai dit, prendre des initiatives et agir en responsabilité, se mobiliser pour obtenir les résultats attendus, orienter son action vers la satisfaction des utilisateurs pour l'interne, du public pour l'externe, agir sur son développement, analyser ses pratiques pour adapter ses actions, agir en coopération et facilitation, écouter et agir avec bienveillance. Voilà, donc ça a été très important. Ça n'a pas été simple parce que chacun a trouvé de l'intérêt dans d'autres compétences, mais en tout cas, ces 7 compétences reflètent complètement notre projet de transformation interne appelé performance par la confiance. Ok, donc oui, je comprends qu'effectivement une démarche de développement de compétences qui s'appuie sur une définition d'un référentiel avec, vous soulignez pour vous, un facteur clé de succès qui est un nombre limité de compétences savoir-être que vous avez vu définir en amont. Après, vous avez pu développer un autodiagnostic de ces compétences qui permet à la fois, si j'ai bien compris, de comprendre, de s'approprier un peu les compétences attendues en la matière, de se situer par rapport à celles-ci, puis de développer un programme de formation pour accompagner en fonction de l'autodiagnostic que peuvent avoir les collaborateurs sur ces dimensions, aussi bien auprès d'ailleurs des managers que de l'ensemble des agents finalement de Pôle emploi. Vous avez travaillé sur ces 2 périmètres-là. Oui, tout à fait. Alors, on peut évoquer la place des managers dans le sujet des soft skills. Évidemment, et notre transformation culturelle ne peut réussir que si on embarque les managers. Ça, c'est une condition absolue. Si on n'a pas embarqué les managers, on n'y arrivera absolument pas. Alors, j'ai parlé des 7 compétences de savoir-être socle. Eh bien, on a 5 compétences managériales qui ont été aussi déclinées. Je vous l'ai dit, responsabiliser. Et en fait, ce que je veux dire juste avant de les décliner, c'est qu'elles font écho aux compétences de savoir-être de l'ensemble des agents. Je prends l'exemple, responsabiliser. On en avait une sur l'ensemble des agents qui est agir en responsabilité. Mais comment je peux agir en responsabilité si je ne suis pas responsabilisé par mon manager? Donc, effectivement, on a la compétence managériale responsabilisée. Développer les talents, deuxième compétence, et ça fait écho à celle agir sur son développement. Faciliter et créer les conditions de la coopération, eh bien, ça fait écho à celle sur agir en coopération. Et 2 autres, manager la performance sociale et opérationnelle. C'est important pour nous, puisqu'on a des indicateurs de performance adossés à la convention tripartite signée avec l'État et les partenaires sociaux. Donc, c'est une compétence excessivement importante. Voilà, donc on a ces compétences du coup,
c'est très important d'embarquer les managers en priorité. Et le premier temps qu'on a eu, c'est de laisser les managers choisir leur rythme par rapport à ces compétences, par rapport au passage de leur autodiagnostic à tout manager. Ça a été un premier temps assez long, puisque vous voyez que tout ça, ça a été mis en œuvre avril 2019 à peu près. Donc, vous voyez, on est à 2 ans et demi. Et puis, on en a fait un indicateur de performance sociale pour les managers avec un indice de confiance et on questionne l'ensemble des agents sur la base de 5 questions pour évaluer cet indice de confiance, mais plutôt pour évaluer la progression de l'indice de confiance. Là aussi, c'est important parce que ça permet de voir comment on se situe et comment on est perçu sur notre capacité à impulser ces compétences de savoir-être au service de notre projet interne d'entreprise. Et le dernier point par rapport aux managers, et ça c'est important, c'est les plans d'accompagnement, parce que il y a des sujets sur lesquels on n'est pas spontanément dans la compétence. Et du coup, chaque année, on a des cibles très précises. Par exemple, sur faciliter et créer les conditions de la coopération, sur 2019-2020, on a eu des formations sur la communication non violente. Et là, on est sur des formations où il y a à la fois les managers et leurs collaborateurs. Donc ça, c'est aussi très important pour les embarquer sur cette capacité à coopérer, cette capacité à impulser la coopération pour les managers. Et sur 2020-2020, là, on adresse une compétence importante pour nous qui est développer les talents et on a tout un programme de développement de compétences. Ça part de formation théorique, mais il y a aussi de la mise en atelier, de la mise en situation en atelier, des séquences de partage et d'échange sur comment moi je m'approprie cette compétence et comment je la décline opérationnellement. Merci effectivement pour cet éclairage sur la façon dont vous l'avez abordé chez Pôle emploi. Luc, en s'appuyant sur ton expérience de la même manière, quelles bonnes pratiques tu observes en termes d'identification à la fois des soft skills et aussi peut-être surtout dans le développement de ces compétences comportementales, peut-être avec le focus qu'on venait d'évoquer d'ailleurs sur les managers. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, il y a 3 points sur lesquels je voudrais réagir par rapport à ce que vient de dire Thierry. D'abord, le lien entre le projet stratégique, la notion de confiance et les soft skills. Parce que ce lien-là, il ne coule pas de source, en fait. C'est-à-dire à partir du moment où on se dit, OK, on a un projet stratégique, dans ce projet stratégique, il y a la confiance. Pourquoi la confiance plutôt qu'autre chose? Et en quoi la confiance a-t-elle un lien avec la question des soft skills? Je pense que c'est intéressant d'étudier cette petite dynamique-là parce qu'elle est assez fondamentale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des organisations, ce qu'on recherche, en particulier chez Pôle emploi, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter précédemment avec Thierry, c'est d'abord avoir plus de réactivité. Ensuite, on sait qu'il y a des tâches qui vont être automatisées, dans lesquelles on va confier un certain nombre d'actes administratifs à des ordinateurs. Et donc, du coup, ça redéfinit les périmètres des métiers de chacun. Et puis enfin, il y a la question de la prise de décision qu'on va pouvoir avoir le plus proche possible du terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous voulez avoir une organisation qui soit réactive, il va vous falloir avoir des personnes qui sont en mesure de décider rapidement sans avoir à passer par des chaînes hiérarchiques importantes. À chaque fois que vous avez à demander au chef, puis au chef du chef, qui lui-même demande au chef du chef du chef, vous avez un ralentissement global et dans l'ensemble, une organisation qui va être beaucoup moins réactive. Or, quand on est un organisme comme Pôle emploi, les décisions, elles sont surtout locales. Ce sont des marchés qui sont… Les gens ne sont pas forcément mobiles d'un bout à l'autre de la France, donc on est sur des marchés locaux, de compréhension, de réactivité, de besoins d'entreprise qui se font à un moment précis. Donc, on a besoin d'avoir ces niveaux-là de réactivité pour pouvoir amener le meilleur service possible aux usagers. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir descendre la capacité de décision au niveau le plus bas possible. C'est la subsidiarité la plus importante possible. Or, ces activités décisionnelles, ce sont des soft skills. Comprendre, écouter, connaître les besoins, interagir avec les autres dans l'organisation pour partager de l'information, tout ça, ce sont des soft skills. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez des tâches qui sont automatisées et que vous redéfinissez les périmètres d'emploi, vos périmètres d'emploi, vous allez les redéfinir avec une intensité plus importante sur les activités qui ne peuvent pas être automatisées, c'est-à-dire des activités essentiellement relationnelles et essentiellement décisionnelles. Dit autrement, c'est probablement pas demain la veille que face à la place d'un conseiller en évolution professionnelle, vous auriez un ordinateur parce que c'est par nature une interlocution qui est riche quand elle est d'abord humaine.
Donc, on cherche à augmenter cette surface de relations humaines et augmenter cette capacité de décision. Donc, quand on comprend ça, on comprend que la confiance, c'est clé, puisque la confiance, elle consiste à délimiter un périmètre à l'intérieur desquels vous avez des conseillers en évolution professionnelle ou d'autres gens d'ailleurs dans l'organisation qui ont une capacité à interagir soit avec les usagers externes, soit avec les utilisateurs en interne, qui soit la plus libre, la plus efficace possible, la plus autonome possible. Donc, le lien entre les soft skills, la stratégie et cette question de la confiance, il est là. C'est-à-dire trouver les moyens dans une organisation de renforcer la capacité d'initiative, la capacité d'autonomie relationnelle et décisionnelle des gens qui, sur le terrain, vont prendre des décisions au quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour arriver à faire ça, il faut comprendre, et Dominique le disait en introduction, que la notion de soft skills, c'est une notion un peu évanescente. Elle n'est pas si simple que ça à bien calibrer. Donc, la première chose, c'est que dès qu'on rentre, non pas dans le champ de la science, dans lequel on évidemment se pose des questions sur le sujet, mais dans le champ opérationnel de l'évolution d'une organisation comme Pôle emploi, il va falloir délimiter. Et c'est d'autant plus important de délimiter que ces soft skills, elles ont une caractéristique qui est très, très particulière. On pourrait les qualifier de métacompétences. Ce sont des compétences qui vont irriguer tout un tas d'autres compétences. Vous comprenez bien, par exemple, que la capacité à coopérer avec les autres, vous l'avez dans un nombre absolument innombrable de situations, y compris de situations hard skills. Créer un cahier des charges pour un outil informatique, il faut que vous collaboriez avec vos usagers, pour autant, ça reste du hard skills. Mais il y a cette idée que le soft skills, c'est un petit peu l'épice qui relève le plat, on va en trouver un petit peu partout, elle va valoriser d'autres compétences et avoir elle va irriguer, si vous voulez, l'ensemble des compétences de l'individu. Donc, la première chose quand on rentre dans le champ de l'opérationnel, c'est de délimiter, de dire finalement les soft skills dont on parle, c'est lesquels et pourquoi celles-là, elles sont prioritaires. Quel lien avec la stratégie d'entreprise? Vous voyez, dans ce que vous disiez Thierry tout à l'heure, le premier effort, c'est d'avoir un effort de rétrécir quelque part le champ pour que ce soit appréhendable par les individus, de se dire, bon, OK, le prescrit en termes de soft skills, c'est celui-là, avec des définitions, avec quelque chose qui est compréhensible, fléché, identifié. Ensuite, le deuxième point, c'est la question du développement des soft skills. Parce qu'on pourrait légitimement se poser la question, on a eu d'innombrables discussions à ce sujet avec Dominique pour essayer de bien le comprendre et bien le délimiter, c'est que les soft skills, on pourrait les considérer comme innés. On pourrait se dire, bah, attendez, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour le sujet, ça tient quelque part à leur éducation ou à des traits de personnalité profonds qu'on acquiert dès la naissance, par exemple. La réalité est probablement un peu différente. La réalité, c'est qu'on a une adjonction d'aptitudes initiales par-dessus lesquelles les gens vont appliquer des outils comportementaux, c'est-à-dire des comportements qu'ils peuvent utiliser à plus ou moins bon escient dans des situations de travail données. Or, le fait d'évaluer les gens, le fait de leur donner des exemples, le fait de les développer va supposer d'avoir une approche qui soit d'abord une approche multi-expérientielle dans laquelle peu à peu j'arrive à bien identifier quels sont les comportements qu'on attend de moi. Parce que ces comportements ne sont pas faciles à développer chez l'individu. Les comportements, ça ne change pas facilement. Si c'était facile, ça se saurait, on aurait moins de morts sur les routes, ce serait facile de maigrir, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a vraiment un enjeu très, très fort à bien délimiter les comportements et à proposer des parcours à travers lesquels les soft skills vont être développés par plusieurs modalités différentes pour aider l'individu à trouver et les participants à trouver quelque part leur bonne recette, celle qui fonctionne pour eux. Et puis, le dernier point sur la question de l'apprentissage qui me semble essentiel, Thierry en parlait, c'est le rôle du manager, je dirais du manager et puis de l'ensemble de l'organisation. C'est qu'en fait, pour pouvoir évoluer sur les soft skills, c'est absolument fondamental d'avoir un environnement propice. C'est-à-dire, dit autrement, la valeur que je donne à l'effort important que je fais sur le comportement, elle est beaucoup liée à la perception que j'ai de l'accueil que ça va avoir dans mon environnement organisationnel. Dit autrement, est-ce que ça va être utile immédiatement? Est-ce que je vais en tirer des fruits? Est-ce que ça va me permettre de travailler plus efficacement? Et est-ce que ça correspond à ce que l'on attend de moi? Voilà, je voulais souligner ces 3 points. Et puis Thierry, bien sûr, vous pouvez réagir si vous le souhaitez par rapport à ce que je disais sur la stratégie, les liens avec l'automatisation, la capacité de décision décentralisée, etc. Merci Luc, effectivement. N'hésitez pas à poser des questions. On va prendre un petit peu de temps ensemble en fin de session pour aborder des points que vous auriez envie de préciser avec Thierry, Luc et Dominique. Peut-être un petit point, Dominique, si tu veux bien. On a parlé pas mal d'évaluation des soft skills dans un contexte où ces savoir-être, ces compétences ne sont pas toujours
facilement identifiables. Comment peut-on les évaluer? Quels sont les leviers pour justement identifier comment chacun peut se positionner par rapport à des zones de confort, on parlait tout à l'heure, des niveaux d'aisance par rapport à ces compétences particulières? Oui, alors, je vais rebondir sur un point déjà dont parlait Thierry tout à l'heure. Hein. On n'est pas sur la performance directe qu'on évalue les soft skills. C'est-à-dire, on ne dit pas c'est ce que la personne fait ou ne fait pas, ce qu'elle sait faire ou elle ne sait pas faire. On va situer la personne par rapport à une zone d'effort ou de confort pour mobiliser tel ou tel comportement. Vous avez deux grandes façons d'évaluer les soft skills, hein, toujours pour augmenter. La cible, c'est faire en sorte que la personne se connaisse le mieux possible ou le plus possible, d'augmenter le niveau de lucidité finalement par rapport à des attendus. Donc, ces attendus, enfin, ces comportements, on va les évaluer soit sous forme d'auto-évaluation, donc on est sur du déclaratif, hein, c'est-à-dire la personne va renseigner des questionnaires qui vont être attachés à des théories de la personnalité ou en tout cas des facteurs de personnalité comme des schémas cognitifs, des motivations, et qui nous permettront à un moment donné de décrire là où la personne est plutôt à l'aise ou moins à l'aise pour mobiliser tel comportement. Ça, c'est le principe le plus utilisé hein, dans les organisations, donc principe d'auto-évaluation. Avec ses limites et ses atouts. Hein. Je n'approfondis pas, mais il y a vraiment je dirais une qualité métrique de ce point de vue-là aujourd'hui. Il y a un autre système, c'est l'hétéro-évaluation. Donc, l'hétéro-évaluation, c'est qu'on va demander à des tiers de renvoyer une image, en fait, sur un certain nombre de comportements, s'ils sont mobilisés, plus ou moins mobilisés dans la sphère professionnelle. D'ailleurs, le Pôle emploi a choisi donc le mode auto-évaluation, hein, je dirais parce qu'il est plus simple, peut-être moins lourd aussi, peut-être parce qu'il est moins impliquant tout de suite, en tout cas pour la personne, parce que vous connaissez les principes d'hétéro-évaluation, c'est les principes de 360 par exemple. Mais dans cette démarche, Pôle emploi n'a pas oublié le principe de la réflexivité, soit en auto-réflexivité, c'est-à-dire ces données-là qu'on restitue soit à l'agence, soit au manager, on va tenter de l'aider à prendre de la hauteur aussi par rapport à ça pour se projeter. Donc, il y a un principe d'autoréflexivité et non pas simplement je prends connaissance de mon profil et je le mets de côté. Non, il y a toute une démarche qui est proposée par Pôle emploi pour en faire quelque chose. Notamment de le partager soit avec des professionnels RH et Pôle emploi, et c'est quelque chose que je soutiens et Luc l'a précisé aussi, c'est les conditions environnementales et notamment l'accompagnement du N+1. Donc, tout est fait dans le dispositif pour que la personne ne soit pas seule avec ses compétences, enfin, avec son profil et son autodiagnostic à tout agent ou à tout manager, mais qu'on favorise le partage, l'échange, justement pour dire à la fin qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce que finalement serait stimulant. Luc l'a précisé, il faut une motivation derrière pour l'individu, sa compréhension, ses représentations des attendus, l'accueil effectivement de l'entourage lorsque je produirai un effort. Est-ce qu'il sera relevé, pas relevé? Quel bénéfice je vais en tirer? Et donc, tout est fait pour favoriser cet échange, pour favoriser finalement la projection. Donc, avec des systèmes de partage, voilà, professionnels RH et surtout N+1. Et Thierry, d'ailleurs, j'aimerais bien vous interroger sur ce point. Est-ce que finalement, ce dispositif d'amélioration de la connaissance de soi a favorisé les interactions collaborateurs N+1 ou manager N+1? Oui, c'est incontestable qu'il y a aujourd'hui une coopération, un dialogue qui a progressé à Pôle emploi et s'est traduit
alors encore une fois, par les indicateurs, et les indicateurs indices de confiance, puisqu'on pose des questions très précises à chacun des agents, et y compris aux managers, puisqu'on interroge aussi les managers dans leur position d'agent vis-à-vis d'un N+1, sur est-ce qu'il y a un climat de confiance au sein de ma structure, est-ce que j'ai des marges de manœuvre pour prendre des initiatives laissées par mon manager. Donc, on a 5 questions très précises, et on voit bien que l'indice de confiance ne cesse de progresser. On est aujourd'hui à 75% d'indice de confiance à Pôle emploi, on était à 69% dans le relevé de début d'année, puisqu'on le fait 2 fois par an. Donc, on voit bien qu'il y a une progression, alors qui est mesurée par des indicateurs alors, qui sont anonymisés, c'est-à-dire que derrière, c'est au niveau d'une équipe par rapport au manager. C'est aussi très important. Après, sur ce que disait Dominique, je vais revenir sur deux, trois choses par rapport à la mise en mouvement des autodiagnostics. Notre base, ça a quand même été totalement le volontariat, c'est-à-dire qu'on a mis en service des ressources qui sont à tout agent et à tout manager pour les agents, et ils s'en sont emparés ou pas. Sur Atout Manager, aujourd'hui, alors Atout Manager avait démarré 1 an avant Atout Agent, parce qu'on avait cette idée forte qu'il fallait d'abord embarquer les managers et que c'est aussi à eux d'impulser une dynamique, et que si eux ne sont pas dans le mouvement, un manager qui ne passe pas à son Atout Manager, c'est compliqué d'aller dire à ses agents que ça peut être intéressant pour eux de passer les atouts agents, quoi. Voilà, donc on a impulsé une dynamique. Quasiment 100% des managers à Pôle emploi ont passé leur atout manager. On est aujourd'hui à 70% des agents, mais on l'a mis en mouvement plus tard. On laisse les personnes aller à leur rythme. Et ce qui est important, c'est que derrière, ils s'approprient les résultats, et c'est aussi eux qui impulsent les choses. C'est-à-dire qu'ils ont des propositions d'action, voilà, ils les font. Ils peuvent ne pas les faire, mais c'est leur intérêt de les faire, mais à eux de s'en emparer. Ils peuvent faire un débrief, et Dominique le disait, avec leur manager. Ils peuvent faire un débrief avec une structure externe, et ça a été très, très apprécié aussi, la possibilité de recourir à une structure externe. 1/3 des managers ont impulser cette option-là. Et surtout, et ça c'est aussi important, c'est qu'il y a une repassation de l'autodiagnostic à 1 an. Et ça c'est important, parce qu'à un moment donné, je me situe et c'est très intéressant par rapport au programme que je me suis moi-même concocté pendant cette année, de me resituer pour voir ma progression, quoi. Et ces résultats m'appartiennent, et j'en fais ce que j'en veux, quoi. Mais ça, c'est voilà, la dynamique de dialogue, elle a été évidemment très impulsée aussi par rapport à tout ce qu'on a mis en place dans notre démarche compétences internes. Oui, et ce que je comprends, effectivement, c'est basé sur le volontariat, l'engagement, et notamment des managers, pour porter cette démarche le plus largement possible auprès de l'ensemble des collaborateurs dans cet objectif de performance par la confiance qui dicte votre projet de transformation. Est-ce que peut-être avant de passer aux questions, et à nouveau, n'hésitez pas, on en voit quelques-unes, donc n'hésitez pas à les noter sur la plateforme. Peut-être avant de les aborder, un dernier point sur le niveau d'adhésion que vous avez évoqué, qui était fort chez Pôle emploi, qui est nécessaire dans l'absolu, et notamment du management par rapport à une démarche de cette nature. Mais est-ce que vous voyez des contraintes, des verrous internes, qu'ils soient conscients ou inconscients, par rapport à des démarches de compétences qui portent sur les soft skills, sur ces savoir-être-là? Alors peut-être chez Pôle emploi, dans votre contexte, ouais. Et puis Luc et Dominique pourront compléter de manière plus générale. C'est sûr que c'était quand même une sacrée transformation culturelle pour Pôle emploi, parce qu'on a été beaucoup habitués à des mesures prescrites. Après, c'est très important ce que Luc disait tout à l'heure sur le chômage, et on le voit de plus en plus, c'est une problématique territoriale et une problématique de proximité. Les bassins d'emploi ne sont pas les mêmes, la cartographie des demandeurs d'emploi n'est pas la même non plus en fonction des territoires. Donc, on a cette obligation pour pouvoir
rendre un service performant, de s'adapter aux contextes locaux. Et ça, c'est de la prise d'initiative, c'est de l'autonomie, de la marge de manœuvre, des budgets déconcentrés aussi, hein, c'est important de se le dire, c'est de déconcentrer des budgets pour initier eh bien, des actions innovantes et contextualisées, quoi. Après, les verrous rencontrés, ben oui, déjà, c'est on part d'une structure très hiérarchisée, donc on partait de très loin. Il y a le réflexe culturel, quoi, hein, et notamment des managers, parce que on est devenu manager, parce que on décide, parce que à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, on peut être directif. Donc, c'est de trouver le juste équilibre entre le manager facilitant qui crée de la coopération et ce manager qui continue quand même à être capable de décider, d'arbitrer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon équilibre. On passe pas d'un manager directif à un manager qui laisse faire tout à ses collaborateurs. Il faut trouver cet équilibre. Donc, il peut y avoir une complexité managériale aujourd'hui. C'est plus compliqué d'être manager, mais en même temps, quand on y arrive, c'est beaucoup plus enrichissant ou grisant d'entraîner une équipe et de la faire évoluer et de créer une dynamique avec des gens qui ont confiance, qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, qui n'ont pas peur de faire des erreurs. Donc ça, c'est une impulsion très forte. Mais il y a le réflexe culturel, notamment dans l'urgence ou la difficulté, ça c'est clair. Quand tout d'un coup, il y a une situation d'urgence où il faut prendre une décision rapide, on a parfois ce réflexe, aussi bien du manager que des collaborateurs, qui se retournent vers le chef en disant « mais là, c'est urgent, on fait comment ?» Voire c'est difficile, on fait comment, quoi. Et ça, c'est dur de résister à la culture qu'on a eue, quoi, hein, de se retourner vers le N+1 qui va prendre la bonne décision. Et puis le deuxième élément de difficulté, c'est la fausse croyance, quoi. C'est de croire qu'on est PPC, quoi. C'est un peu ce qu'on dit chez nous. Moi, je suis sûr d'être performance par la confiance. Mais en fait, est-ce que je suis vraiment performance par la confiance, quoi? Et parfois, il y a un gros écart entre la perception que j'ai de moi par rapport à notre ambition de transformation culturelle et de la manière dont je suis perçu. On le limite, entre autres, par l'indice de confiance, quoi, parce que l'indice de confiance, ça renvoie quand même à la fois à la dimension collective d'une équipe de direction, mais aussi au comportement managérial individuel, quoi. La dernière étape, Dominique l'a dit, on n'a pas été jusque-là, c'est l'évaluation par ses collaborateurs, quoi. Mais c'est dans notre ambition, mais il faut avoir une grosse maturité pour arriver à ça, quoi. Mais c'est notre objectif prochain. Alors Luc, on a parlé de croyances à l'instant, Thierry l'évoquait, comment tu amènes à travailler sur ces croyances dans tes accompagnements? Ce qui est important, c'est de comprendre que dans tout ce qu'a décrit Thierry, puis ce que disait Dominique un peu plus tôt, c'est que on est quand même sur des ressorts qui sont profondément individuels quand on parle des comportements. Et à ce titre-là, comme on est sur des ressorts qui sont individuels, parfois quasi intimes, la question de la liberté des marges de manœuvre qu'on laisse aux individus à l'intérieur de cet écosystème-là pour les aider à se développer est important. Si vous n'avez pas de liberté, si vous n'avez pas une forme de marge de manœuvre pour décider comment vous avez envie d'évoluer vous-même, alors certes, évidemment, on est dans le milieu du travail, mais on ne va pas se leurrer, on travaille, on est quand même en train de parler ici, encore une fois, de ressorts qui sont des ressorts de l'interaction avec les autres, de la manière dont je me représente moi-même. Donc, ce sont des choses qui sont des choses assez profondes, si j'ose dire. Donc, laisser de la place à l'interprétation, avoir la possibilité de débriefer avec des gens qui sont externes, décider avec son manager de la manière dont on a envie de se développer, se fabriquer un plan de développement, avoir la possibilité d'un retour pour réfléchir sur soi et mieux se connaître. Tout ça, d'abord, c'est des éléments qui sont fondamentaux et qui ne sont pas si souvent que ça mis en œuvre dans les démarches d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une bonne démarche d'accompagnement, quand on est en train de traiter de sujets comportementaux, doit se poser la question de la marge de manœuvre qui est laissée à l'individu. On ne cherche pas, la plupart du temps, en tout cas, je l'espère, à avoir des gens complètement formatés, qui seraient tous les mêmes, répondant point pour point à l'exacte ligne de ce qui a été écrit dans le référentiel de Pôle emploi. On cherche à avoir une forme d'appropriation de ce référentiel pour que chacun trouve ses propres recettes comportementales pour s'y conformer. Donc, il y a vraiment cette idée de cases qui ont quand même une certaine élasticité. Et une des raisons à ça, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure sur la question des croyances, c'est qu'il y a beaucoup de l'évolution
de nos comportements, de l'évolution, de nos manières de faire, de notre manière d'interagir avec les autres, qui sont liées à des croyances que j'ai, sur le fait que c'est juste possible. Est-ce que c'est possible de faire évoluer son propre comportement? Il y a des gens qui pensent que non, qui vont vous dire, moi je suis comme ça, de toute façon je ne changerai jamais. Deuxième chose, c'est si je le fais, est-ce que ça a du sens de le faire? Est-ce que je peux en tirer quelque chose? Est-ce que je peux en tirer un bénéfice? Et troisième chose, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Donc, vous voyez, c'est quand même des choses qui sont complexes parce que l'intrication entre ces trois niveaux de croyance, est-ce que c'est possible dans l'absolu? Est-ce que moi, je vais en tirer quelque chose et puisque je vais y arriver? C'est des choses sur lesquelles on peut travailler en termes à la fois de messages managériaux, mais aussi de messages de la fonction formation et des messages qui sont véhiculés pendant le parcours. Donc, en général, quand ça fonctionne bien, on ouvre des grandes zones de liberté. On a des messages qui sont les plus positifs possibles sur les personnes. On va avoir un accompagnement managérial dans lequel à la fois on laisse des marges de manœuvre, mais on aide la personne à prendre conscience d'elle-même. Et puis ensuite, en général, il y a un accompagnement un peu au long cours et qui doit s'inscrire dans la durée parce que le comportement, ça ne change pas en l'espace d'une nuit et ce n'est pas une journée de formation qui fonctionne. C'est d'avoir un temps dans lequel je peux prendre conscience d'un certain nombre de choses, activer des recettes un peu différentes dans le cadre de la formation et puis ensuite un suivi, une mise en œuvre opérationnelle, des échanges réguliers qui vont progressivement en créer de nouveaux comportements et faire qu'ils ont une certaine pérennité. Merci Luc. Merci pour cette présentation. Ce que je suggère, c'est de prendre plusieurs questions là, qui ont été évoquées dans le cadre de la plateforme. Mélanie, je te laisse la main pour faire la petite synthèse ou tout du moins reprendre quelques questions clés qui ont été mentionnées. Oui, merci Nicolas et bonjour à tous. Alors effectivement, on a reçu quelques questions, n'hésitez pas à en envoyer au fur et à mesure. Donc, première question qui est très intéressante, on nous demande si, alors selon vous, est-ce qu'il faut plutôt renforcer les compétences d'une personne sur lesquelles la personne est en inconfort, ou est-ce qu'il faut plutôt, est-ce qu'il faut plutôt développer les compétences sur lesquelles la personne est en inconfort, ou plutôt renforcer ses points forts pour pallier au point de vigilance? Ok. Luc, Thierry, qui veut prendre. Je peux prendre un premier tour de réponse si vous voulez. C'est vrai qu'il y a pendant longtemps, on a pensé qu'on avait des espèces de métriques de compétences et puis évidemment, il fallait remonter les trucs qui étaient les plus bas pour que la moyenne soit la meilleure possible. Ensuite, on est passé à une approche qui était plutôt une approche sur les points forts en disant, OK, on va pousser au maximum les choses sur lesquelles les gens auront un vrai talent, une force, etc. Et puis les trucs sur lesquels ils ne sont pas très bons, on ne va pas trop s'en occuper pour le moment. En réalité, c'est un peu plus compliqué que, évidemment, ces deux polarités-là, parce que quand on parle de soft skills, on ne parle pas seulement de moi, on parle de la relation que moi, j'ai avec les autres. Dit autrement, ce n'est pas juste ma responsabilité, c'est aussi une responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dominique quand je travaille avec lui, ou vis-à-vis de Mélanie quand je travaille avec elle, ou de Nicolas, ou de Thierry. Donc, il y a une partie de ce deal-là sur la question des relations qui n'est pas quelque chose de complètement négociable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, du point de vue de sa qualité d'interlocution avec autrui, est extrêmement directif, parfois un peu désagréable, parfois très négatif, ce n'est pas une option sous prétexte que ça serait son inconfort de le développer que de se dire non, on va laisser tomber parce que finalement, comme c'est un point faible, on n'arrivera pas à le développer beaucoup. Donc, il y a quand même une espèce de niveau minimal qui est nécessaire à la vie en société, au bon fonctionnement des équipes, à leur performance. Donc, il y a une espèce de niveau de base auquel on a besoin que les gens soient parce que c'est l'attente de l'organisation, non pas seulement pour des questions de performance, mais aussi pour protéger les autres d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'aspect un peu défensif. Là où le postulat sous-jacent de la question est intéressant, c'est que évidemment, quand les gens ont un point fort, ont une qualité, ont une zone dans laquelle ils ont développé un premier quelque chose, c'est extrêmement intéressant que d'aller plutôt chercher de ce côté-là, au moins dans un premier rapport au sujet du développement des soft skills, parce qu'on les met plutôt dans une logique de réussite, plutôt dans une logique qui est appréciative, et que ça, on sait que sur le plan cognitif, en général, ça suscite des réactions qui sont beaucoup plus fructueuses que d'attaquer par, on va dire, le côté des défauts, si j'ose dire. Alors, je vais le prendre un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais ce sera ma première réponse spontanée. Chez Pôle emploi, on travaille les zones de confort ou d'inconfort en priorité.
Je ne sais pas si Dominique veut dire quelque chose. Moi, j'avais 3-4 remarques sur ce sujet-là. C'est une question très intéressante. Bon, moi, je pense qu'il y a déjà un sujet de défi personnel, mais pas que. Mais voilà, c'est je me situe et quand je repasserai dans un an, ben, c'est qu'est-ce que j'ai envie finalement de travailler le plus. Après, personnellement, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde, l'inconfort, c'est important de travailler dessus parce que c'est là où on puise son énergie. Quand on est en inconfort, on s'épuise. Et donc, j'aurais tendance à dire que quand on a repéré des actions qui vous mettent en inconfort, on sait que, vu l'énergie que ça va demander, c'est peut-être bien de pouvoir progresser sur ces zones d'inconfort. Nous, on a une volonté de prise, c'est la prise de conscience sur qu'est-ce que je fais facilement, qu'est-ce que je fais plus difficilement, qu'est-ce qui provoque de l'effort pour moi, donc de l'épuisement. Donc, il y avait ce sujet-là. Mais en même temps, et je rebondis sur ce que disait Luc, il y a aussi une intention de l'établissement et c'est notre accompagnement orienté que j'ai décrit tout à l'heure. Et par exemple, la première année, on a plutôt axé notre développement de compétences sur la communication non violente parce qu'on pensait que c'était un sujet prioritaire dans le cadre de la qualité de vie au travail, dans le cadre de la bonne relation entre les collaborateurs et les managers. Et la deuxième année, on a plutôt travaillé sur la compétence développer les talents. Donc, vous voyez qu'on a un accompagnement orienté, et ça répond à ce que dit Luc, c'est qu'on a aussi des intentions de progression globale des managers et développer les talents, c'est aussi en lien avec nos besoins d'avoir des encadrants demain, c'est repérer ceux qui demain seront les managers de Pôle emploi, c'est repérer ceux qui peuvent avoir des parcours accélérés, etc. Et pas forcément que des parcours managériaux d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un juste équilibre entre le défi personnel, la prise de conscience personnelle et l'ambition collective. Oui, sur ce point, je vais ajouter, parce qu'on a eu de longs débats avec Pôle emploi sur ces sujets. Je rappelle qu'un soft skill, enfin, tel que j'ai défini, c'est une adaptation, c'est un ensemble de compétences comportementales qui permettent une adaptation à soi, aux autres et à son environnement. Donc, de fait, on ne peut pas s'extraire. On ne peut pas s'extraire de soi. Il faut prendre connaissance de ses atouts, mais avoir une vision claire de soi-même, une clarté de soi-même par rapport à ça. Mais aussi, il faut avoir une vision claire aussi de son environnement et des autres. Donc, il y a un modèle, Pôle emploi a posé un modèle, c'est pas, on ne dit pas il faut être comme ça, on dit il faut se situer individuellement et collectivement par rapport à ça, parce que c'est ce qui sous-tend la performance par la confiance. Et la confiance, si vous voulez, c'est aussi la capacité de la personne, ce sentiment de compétence qu'il doit développer pour se confronter à des situations sur lesquelles il n'est pas à l'aise. Il doit bien appréhender cela, et ça suppose aussi la confiance en l'autre. Confiance en l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si j'agis comme ça, ou je suis dans une zone d'inconfort, où je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Donc, ça suppose la confiance en soi, ce sentiment de compétence, mais la confiance en l'autre, qui permettent aussi je dirais quelque chose d'un peu mystique, mais la confiance en l'avenir. C'est-à-dire la confiance que ce projet-là de nouveaux codes politiques qu'on va instaurer, finalement, vont servir la performance. Donc, voilà, on ne peut pas s'extraire et à mon avis, de dire je m'appuie uniquement, je développe uniquement mes atouts, à mon avis, n'est pas suffisant. Merci. On peut prendre une dernière question rapidement pour respecter notre timing, Mélanie? On t'entend plus, Mélanie. On va en prendre une sur l'évaluation des compétences et donc sur le Oui. Donc, on nous demande s'il y a un écart entre la perception que j'ai de moi et ce qui est perçu par les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des limites importantes avec le diagnostic? Une réponse rapide. Oui, réponse rapide. Oula. Non, mais il peut y avoir effectivement des écarts. Ce que je crois de moi, alors déjà, moi, dans sa composante affective, c'est-à-dire l'estime de soi, moi, dans sa composante cognitive, ce que je crois de moi, on est sur des représentations, on est sur des éléments de personnalité. Donc oui, il peut y avoir des écarts parce que on est aussi en situation de travail où les personnes
produisent des efforts. Et tant mieux, puisque on n'est peut-être pas des comportements. Je veux dire, je dis souvent, un introverti prend quand même la parole. Voilà, donc je veux dire, voilà, je reste introverti, mais je produis. Alors peut-être que c'est quand je maîtrise le sujet, peut-être quand c'est parce que l'autre crée les conditions pour une symétrie des attentions. Peut-être que c'est parce que je cherche l'ascendant de temps en temps et je produis cet effort. Bon, il y a des situations, en tout cas, je vais sortir de mes zones de confort et donc ça n'empêche pas que la personne est réellement comme ça. Donc, il peut y avoir des écarts. La question, est-ce qu'il y a une qualité métrique dans la manière dont je me décris ou dans la manière dont les autres me décrivent? Les deux sont justes, à mon avis. Et l'intérêt, justement, c'est, encore une fois, de s'en servir comme support d'échange pour développer la conscience de soi. Oui, et puis moi, je voudrais rajouter là-dessus le fait que, si vous voulez, c'est pas le test qui donne la réponse. Ce qui donne la réponse, c'est que vous avez un certain nombre d'observations qui sont faites par le manager, par les collègues, qui constituent une espèce de persona au travail de un tel, voilà comment il est, voilà comment il agit, voilà quels sont ses comportements, ses préférences, etc. Et puis de l'autre côté, on a une mesure. Et la mesure, sa vocation première, c'est de donner à l'individu des clés pour comprendre son propre comportement et ce en quoi il peut avoir des impacts sur les autres. C'est-à-dire que concrètement, quand on vous fait une restitution d'un test psychométrique quel qu'il soit, et normalement, on doit vous poser la question de savoir quel lien vous faites entre les éléments qui vous sont restitués et des éléments concrets de votre vie au travail. Ah tiens, c'est vrai qu'on m'a souvent dit ça. D'accord ? Ah tiens, c'est vrai qu'on m'a souvent dit ça, c'est typiquement le lien entre un morceau d'évaluation externe qui vient faire parler des résultats, dont le but principal, c'est d'abord la connaissance de soi, le travail sur soi, de faire évoluer quelque part la représentation qu'on a de soi, et du coup de pouvoir développer ses soft skills. C'est pas quelque chose qui arrive de manière, c'est pas une île, si vous voulez. Ouais, juste pour ajouter effectivement Oui, non, mais le sujet aussi, c'est le prétexte à l'échange, quoi. C'est-à-dire que c'est parler de choses dont on n'a pas forcément eu l'habitude d'échanger dans le passé, quoi. Et à un moment donné, c'est d'oser aborder ces sujets qui font parfois référence à des choses très personnelles, mais en tout cas, sur la base d'éléments objectifs, c'est de pouvoir créer la discussion sur le sujet des comportements. Et c'est très important, ça. Parfait, l'heure est écoulée, même légèrement dépassée, donc je vous remercie vivement pour ces échanges et les questions qui ont été posées. Vous pouvez toujours effectivement poursuivre ces échanges en sollicitant les différents intervenants, le cas échéant. Merci beaucoup Thierry pour ce retour d'expérience chez Pôle emploi avec un pari de la confiance qui est, on passe bien engagé, puisque le taux de satisfaction, je voyais auprès des demandeurs d'emploi a significativement évolué ces dernières années. Alors, c'est pas que lié à ça, mais il contribue, c'est des collaborateurs. Mais vous avez raison de faire le lien entre la performance par la confiance interne et la résultat de la performance vis-à-vis des demandeurs d'emploi et des entreprises. Oui, tout à fait. Voilà, écoutez, parfait. Merci beaucoup. Merci à Luc et à Dominique, nos experts, sachants, intervenants, praticiens, pour leur témoignage. Je tiens aussi à remercier Mélanie, Flora et Judith qui ont organisé ce webinaire, et celui-ci sera mis en ligne prochainement pour tous ceux qui pourraient vouloir reprendre les éléments d'échange que nous avons eu aujourd'hui. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.